Merci de votre fidélité, merci d'être avec nous. Et je vous le disais, comme chaque lundi, nous retrouvons notre invité chroniqueur Raphaël Jérusalemi. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup Raphaël d'être avec nous. Vous êtes analyste défense effectivement sur I24 News et chaque lundi on fait le point de l'actualité sécuritaire. 402e jour de guerre, une guerre multifront qui se poursuit et des succès opérationnels de Tsahal, on l'a dit, avec l'élimination notamment de cet homme, Salim Ayash, condamné pour l'assassinat de l'ancien Premier ministre libanais Rafik al-Hariri en 2005. Il faut rappeler que les États-Unis avaient mis sa tête à prix, je crois, 10 millions de dollars, Raphaël. Oui, c'est un membre de Hezbollah, pour ceux qui auraient eu un doute quant à qui a perpétré cet assassinat du président libanais. Alors, des éliminations ciblées qui se poursuivent effectivement et des opérations de Tsahal aussi au Liban. D'ailleurs, l'armée a découvert un complexe souterrain de plus d'1 kilomètre qui était caché sous un cimetière. Est-ce à dire qu'il y a peut-être d'autres complexes comme ça situés sous terre qui ont été construits par le Hezbollah, un peu comme les tunnels du Hamas à Gaza ? Oui, c'est certain. On n'est pas persuadé d'avoir une carte complète du réseau qui a été creusé. Il y a des renseignements qui sont obtenus au fur et à mesure de l'avancée de l'opération de Tsahal, avec certains prisonniers du Hezbollah qui sont interrogés, avec des renseignements qui sont donnés par la population locale. Malheureusement, avec pratiquement aucun renseignement obtenu ni de l'armée libanaise, qui en sait certainement plus qu'un simple civil, ni de la finule des casques bleus de l'ONU, donc qui se trouve au Liban et dont c'est le rôle principal, et qui sont incapables de fournir ces renseignements qui touchent au mandat de la finule et au maintien de la sécurité au sud Liban. Alors, puisqu'on parle du Sud Liban, par ailleurs, des avancées peut-être dans les négociations sous médiation américaine, des progrès significatifs vers un cessez-le-feu à la frontière nord d'Israël, c'est ce qu'on a appris hier, avec un retrait potentiel du Hezbollah au-delà du fleuve Litanie. Est-ce qu'on a d'autres informations justement sur ces tractations, ces discussions qui se poursuivent ? Oui, alors des rumeurs circulent. On dit même que Donald Trump aurait demandé à Joe Biden de mettre la pression pour obtenir des résultats. Donald Trump aimerait rentrer en fonction avec un cessez-le-feu au Liban, obtenu par donc l'administration précédente. Nous avons déjà assisté plusieurs fois à ce balai de rumeurs nous promettant un cessez-le-feu prochain, et nous avons été déçus à chaque fois. Ce coup-ci, il y a peut-être un espoir, dans la mesure où les signaux émis non seulement par le gouvernement libanais, mais même par les dirigeants du Hezbollah, semblent indiquer effectivement une sorte d'essoufflement, de désir d'arrêter les frais. Mais évidemment, comme je l'ai dit, on nous a déjà menés en bateau plusieurs fois. Le représentant américain Augstein a fait le déplacement plusieurs fois et est reparti redouille. Alors il y a un acteur par ailleurs dans ce conflit, dans cette tentative de règlement du conflit, c'est la Russie aussi. La semaine dernière, on sait que le ministre des Affaires stratégiques Ron Dermer s'est rendu en Russie pour promouvoir un cessez-le-feu au Moyen-Orient. Il a reconnu l'influence de Moscou sur le Hezbollah, la Syrie et l'Iran. Alors quelle place, quel rôle de la Russie justement dans ce conflit, Raphaël ? La Russie, bien sûr, a beaucoup d'influence, mais elle joue sur deux tableaux, donc c'est toujours très ambigu. D'un côté, elle laisse les Israéliens, par exemple, opérer dans les cieux syriens pour attaquer des cibles iraniennes, d'ailleurs, ou de Hezbollah. Et d'un autre côté, de temps en temps, elle montre les dents en disant cessez de le faire, ou en appliquant une politique assez anti-israélienne dans l'ensemble. C'est problématique, mais c'est pas problématique pour les Israéliens qui eux aussi jouent sur deux tableaux à la fois, tentant de garder d'excellentes relations avec la Russie, tout en n'étant pas anti-ukrainiens dans la guerre russo-ukrainienne, pour ne pas vexer les Américains. Et donc, il y a ici un jeu très très ambigu, très sur la corde raide entre la Russie et Israël. J'imagine que la Russie n'est pas véritablement un ennemi d'Israël, mais fait partie d'un axe avec les Chinois, avec effectivement les Iraniens, qui lui est très anti-israélien. Et donc, comme je l'ai dit, c'est un jeu ambigu, donc un jour oui, un jour non. Je me méfierais beaucoup de toute
promesse russe d'assister à une accalmie au Proche-Orient. L'actualité en Israël, c'est ce limogeage aussi cette semaine du ministre de la Défense, Yoav Gallant, Benjamin Netanyahou, qui l'a limogé juste avant l'élection, la victoire de Donald Trump. Avec quel regard vous avez observé cet événement en Israël ? Alors, le limogeage en soi n'était pas dramatique, bien qu'il soit complètement aberrant de limoger en pleine guerre un ministre de la Défense qui a tout de même fait ses preuves. On voit pas très bien, c'est un limogeage politique et pas sécuritaire. Le problème, c'est pas qui a été limogé, c'est qui le remplace. Oui. Il est remplacé par Israël Katz. Voilà, Israël Katz, qui est véritablement pas adéquat à occuper ce poste. Pourquoi ? Parce qu'il n'a aucune expérience militaire. Je pense que le quotient d'intelligence de Israël Katz ne le permet pas d'être ministre nulle part. C'est quelqu'un qui n'est pas intelligent, c'est quelqu'un qui est uniquement intéressé par sa carrière politique, et je le vois mal faire autant de travail qu'un ancien chef de l'état-major comme Yoav Gallant, comme Gantz, comme Eisenkot. Tous ces anciens chefs de l'état-major de Tzahal ont quand même l'avantage de l'expérience que n'a pas Israël Katz. Il y a eu par le passé deux ministres de la Défense non militaires, Amir Peretz et Moshe Arens, qui ont été d'excellents ministres de la Défense, mais qui avaient, je pense, une stature intellectuelle différente de celle d'Israël Katz. Effectivement, donc ce limogeage de Yoav Gallant qui intervient, on l'a dit par ailleurs, à la veille de cette victoire de Donald Trump cette semaine. Alors, beaucoup ont réagi cette semaine. Est-ce qu'il y a un lien notamment ? On sait que Benjamin Netanyahou est quand même assez heureux que Donald Trump ait été élu. Est-ce que c'est une bonne chose pour Israël ? Est-ce que c'est une mauvaise chose ? Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est difficile à savoir dans la mesure où Donald Trump a toujours été imprévisible. Donc, il déclare quand même ici et là qu'il va poursuivre une certaine politique qui est celle de l'administration Biden, c'est-à-dire il va lui aussi demander un cessez-le-feu, il va avoir certaines exigences à l'égard d'Israël. Je ne suis pas certain que Benjamin Netanyahu doit se réjouir autant qu'il le pense. Il y aura des limitations et il y aura d'ailleurs en plus une personnalité extrêmement forte, celle de Donald Trump, et qui lui ne s'en laissera pas compter. Donc il espère d'obtenir lui aussi de Netanyahou un appui presque inconditionnel. Donc ça va pas être une partie de plaisir, bien qu'on ait évidemment des espoirs. On pourrait être soulagé que Kamala Harris ne soit pas élu, dans la mesure où elle était quand même quelqu'un qui a travaillé longtemps à l'ombre d'Obama. Il était une sorte d'Obama numéro 2 qui, lui, était un ennemi d'Israël. Là, évidemment, avec Donald Trump, les espoirs sont permis, mais aussi toutes les craintes, parce qu'il est imprévisible, parce qu'il peut avoir des décisions qui peuvent être intempestives. Donc, il faut être très, très prudent. Évidemment, pour Benjamin Netanyahu, c'est une bonne nouvelle. Ça arrange un peu ses affaires sur le plan politique. On verra si ça va arranger les affaires d'Israël en général, aussi sur le plan sécuritaire. Alors, un mot aussi ce matin, Raphaël, de cette déclaration du Premier ministre israélien qui a réagi à ce qui s'est passé, vous l'avez vu la semaine dernière à Amsterdam, aux Pays-Bas, après ce match entre le Maccabi Tel Aviv et l'Ajax. Nous ne permettrons jamais que les horreurs du passé se reproduisent. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre israélien. Depuis, on sait que les Israéliens doivent éviter tous les événements sportifs et culturels à l'étranger. C'est la mise en garde, en tout cas, du Conseil de sécurité nationale. Est-ce que le Conseil de sécurité a raison de faire cette mise en garde ? Alors, à mon avis, non. Et à mon avis également, cette injonction ne sera pas écoutée par les supporters israéliens. Je pense que les services de sécurité européens doivent assumer les responsabilités. On ne peut pas demander aux Israéliens d'avoir peur de se rendre à un concert. On a eu aussi des problèmes avec les concerts de Taylor Swift. Donc, ne pas se rendre à un concert, ne pas assister à un événement sportif de grande ampleur. Et en plus, c'est pas tout à fait fair play
parce que fait-on des Juifs? Parce que si les Juifs de France vont aller assister au stade de France à un match de foot, pourquoi pas les Israéliens également? Donc moi, à mon avis, je pense que c'est pas une très terrible bonne idée de cela, mais de toute façon, je peux vous assurer que les Israéliens ne sont pas assez disciplinés pour obéir. J'en veux pour preuve qu'à chaque Pessah, le département de la lutte antiterroriste demande aux Israéliens de ne pas se rendre au Sinaï, et ils s'y rendent chaque Pessah par milliers, malgré le danger qu'il y a évidemment à camper en plein air dans le Sinaï, où il y a des terroristes djihadistes qui circulent. Et les Israéliens s'y rendent quand même, les Israéliens se rendent en Turquie, les Israéliens se rendent dans pas mal de pays où on leur conseille de ne pas aller. Alors je ne dis pas que c'est une bonne chose, pas du tout, mais d'un autre côté, c'est la mentalité israélienne. On n'a pas froid aux yeux, on n'a pas peur, et à mon avis, on ne doit pas montrer qu'on a peur. Eh bien, merci beaucoup, Raphaël Jérusalemi. Emmanuel Macron qui assistera par ailleurs au match France-Israël par solidarité, fraternité. Un petit mot peut-être pour terminer à propos. Je me permettrai de ne rien dire de ce que je pense de M. Macron. Merci beaucoup, Raphaël Jérusalemi. Raphaël, on vous retrouve chaque semaine sur Radio J, évidemment. Vous restez avec nous, nous sommes ensemble jusqu'à 9h.